se retrouve dans Punchline pour évoquer ce qui se passe en Ukraine. On a parlé de la Finlande qui souhaite atterrir rapidement à l'OTAN. Et pendant ce temps-là, la guerre se poursuit bien sûr sur le sol ukrainien pour le 78e jour consécutif, avec toujours la résistance héroïque des combattants de Mariupol, retranchés dans l'usine d'Astoval. Ces derniers, ces militaires ukrainiens, ont d'ailleurs lancé un appel à l'aide désespérée en direction du milliardaire américain Elon Musk. Récit d'Arthur Muriot. Ils sont encore plus d'1 millier de soldats ukrainiens retranchés dans les entrailles de l'usine Azovstal de Mariupol. Parmi eux, le commandant de marine Serhiy Volina. Dans un tweet, il appelle Elon Musk, le patron de Tesla, à les aider pour quitter les lieux. Elon Musk, les gens disent que vous venez d'une autre planète pour apprendre aux gens à croire en l'impossible. Nos planètes sont proches l'une de l'autre, comme je vis là où il est presque impossible de survivre. Aidez-nous à sortir d'Azovstal vers un pays médiateur. Si ce n'est pas vous, alors qui ? Donnez-moi un indice. Le commandant n'en est pas à son premier appel à l'aide. En avril, il avait écrit une lettre au pape lui demandant de sauver les civils. Il décrivait alors un enfer sur terre en parlant de la situation dans la ville de Mariupol. Pour le moment, Elon Musk n'a pas répondu au major Volina. Toutefois, l'homme le plus fortuné du monde est déjà venu en aide à l'armée ukrainienne. Début mars, sa société SpaceX a fourni à l'Ukraine des installations pour utiliser son réseau satellite Starlink, permettant une connexion Internet rapide, un atout communicationnel non négligeable en période de guerre. Voilà, et on apprend que Moscou est en train de discuter avec l'Ukraine de l'évacuation de 38 soldats ukrainiens grièvement blessés en échange de prisonniers russes qui sont capturés. On voit que ces tractations sont très difficiles, Charles Consigny, parce qu'évidemment, il ne manque plus que cette aciérie Azovstal pour que Mariupol soit complètement aux mains des Russes. Moi, écoutez, le sentiment que j'ai malgré tout, je lisais récemment un article du Monde qui parlait de l'enthousiasme, voire d'une certaine fièvre aux États-Unis sur une possible victoire de l'Ukraine. J'ai quand même le sentiment que les Russes s'enlisent en Ukraine et que ce qu'on croyait au début, à savoir que le rouleau compresseur russe allait finir par passer, par tout écraser sur son passage, en fait ne se produira pas. Donc je veux pas faire mon Jacques Attali et faire des prévisions qui peuvent s'avérer hasardeuses. Mais j'ai quand même le sentiment que cette guerre ne se passe pas comme Vladimir Poutine l'aurait souhaité. J'observe d'ailleurs il semble qu'il y ait une très grande fébrilité au sein des instances dirigeantes russes. Et au contraire, il y a un Zelensky qui tient, il y a une communauté internationale qui est soudée, il y a des sanctions qui, en fait, fonctionnent et qui ne sont pas anodines. Donc c'est un conflit qui est quand même intéressant de ce point de vue-là et qui peut-être va se révéler être une catastrophe pour les vues qui pouvaient être celles avant de Vladimir Poutine, de s'étendre et d'étendre un empire russe. En tout cas, Jean-Sébastien Ferjou, Vladimir Poutine a annoncé un certain nombre de mesures de soutien à l'économie russe pour faire face aux sanctions internationales qui petit à petit commencent à porter évidemment leurs fruits. Oui, effectivement, parce que jusqu'à présent, l'économie russe a résisté. On le voit notamment avec le rouble, ce qui montre que les marchés n'ont pas perdu toute confiance malgré tout dans l'économie russe, mais parce que pour l'instant, il fonctionne sur les réserves. La Banque centrale russe avait quand même des réserves. Alors beaucoup de celles qui étaient placées à l'étranger ont été gelées. Il y a quand même celles qui étaient en Russie à proprement parler. Mais l'impact des sanctions n'est jamais automatique, n'est jamais immédiat. D'ailleurs, de ce point de vue-là, j'ai entendu Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, dire qu'il faudrait geler pas geler, ils sont déjà gelés, mais prendre les avoirs russes justement pour les saisir pour financer la reconstruction de l'Ukraine, moi je trouve que c'est une très mauvaise idée. Non pas qu'il ne faille pas se préoccuper de la reconstruction de l'Ukraine, mais à partir du moment où on met en cause la stabilité du système juridique international, à ce compte-là, d'autres États peuvent aussi nous le faire selon leurs critères à eux. Donc il me semble que c'est jamais très habile de s'engager dans ce type de réflexion-là. Mais oui, bien sûr, regardez la production pétrolière russe, elle a d'ores et déjà baissé parce que sans les grandes entreprises occidentales, les Russes n'ont pas la technologie pour faire tourner beaucoup de choses. Ils fonctionnent avec beaucoup de solutions logicielles occidentales, avec Oracle, avec Microsoft, etc. Quand vous enlevez ces solutions-là, ça ne marche plus. Alors ça, c'est un peu comme quand vous mettez plus à jour votre ordinateur, hein, c'est pas instantané. Mais ça va quand même relativement vite. Et si les Chinois devaient se substituer aux Occidentaux, ça se fait pas en 3 mois. Il faudra à minimum 18-36 mois. Et ça, c'est un temps dont l'économie russe ne dispose pas. En revanche, il y a un autre point. Oui, militairement, les Ukrainiens, finalement, peuvent avoir un espoir raisonnable de repousser les Russes.
mais leur économie, elle est asphyxiée, et le blocage des ports ukrainiens, c'est un vrai point de faiblesse pour l'Ukraine. Et avec un problème d'alimentation et d'exportation de blé dans les mois mais pour les Ukrainiens. Pour les Ukrainiens et pour ceux les pays qui achètent le blé. On a peut-être une vision un petit peu romanesque de la guerre, c'est-à-dire que quand on nous parle de blitzkrieg, et c'est ce dont on nous a parlé au départ, on oublie que par exemple la blitzkrieg allemande, les Allemands alignent plus de 3,5 millions de personnes pour envahir la France, qui est largement plus petite que l'Ukraine. Là, c'est une armée de 150 000 personnes. Donc, c'est peut-être pas si étonnant qu'il n'ait pas pu conquérir un tel espace en 2 mois. En revanche, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que dans le Donbass, tout au long de la mer, dans tous les territoires qui étaient visés au départ, là, l'armée russe, même si elle est à la peine, elle contrôle quand même ces territoires, elle paraît avancer, elle est en train d'avancer sur Mariupol, et il semblerait qu'en tout cas, une partie de ces objectifs soit atteint ou en passe d'être atteinte. Donc la question, c'est finalement, quand on dit l'Ukraine peut gagner, qu'est-ce qu'on entend par là ? Est-ce qu'on entend une sorte de fantasme qui serait de dire non seulement elle va repousser les Russes, mais elle peut même rentrer sur leur territoire, ce qui à mon avis n'est pas du tout le cas, c'est pas ce que souhaite Zelensky. Ou alors est-ce qu'on est en train d'assister à une façon de grignoter petit à petit l'Ukraine, comme ça s'était passé pour la Crimée, on reste en Crimée, on attend que ça se calme, on prend un autre petit bout, on attend que ça se calme, mais ça peut être on attend 3-4 ans et on recommence. Ce qui est compliqué à gérer et qui crée des tensions qui risquent pas de s'éteindre du jour au lendemain. Donc moi, je me pose quand même beaucoup de questions sur le vrai état de cette guerre. Tatiana Renard-Marzac. C'est vrai qu'on voit notamment la stratégie des Russes de détruire les moyens, les outils, les récoltes de blé, par exemple, les moyens de production agricole et surtout les moyens de transport pour éviter justement de pouvoir les exporter. Donc on voit combien aussi il y a le souci de justement venir tuer au cœur de l'économie ukrainienne. Et je pense que Vladimir Poutine a sous-estimé 3 choses très importantes. D'une part, la résistance et la résilience du peuple ukrainien. On le voit avec Azovstal et on voit combien d'ailleurs son argumentation sur le nazisme, etc., est battue en brèche quand on voit que cette armée, qui certes a des relations historiques avec l'extrême droite, est devenue aujourd'hui un symbole et sont vraiment devenus les héros et ont aidé d'ailleurs les civils à s'extraire de cette usine. Deuxième chose, il a sous-estimé la capacité en effet européenne et occidentale à s'allier, parce que c'est vrai qu'on a trop souvent tendance à se diviser et à s'écharper, à s'allier, et il est même arrivé à faire un exploit, c'est à qu'on sorte de la finlandisation justement et qu'on sorte de la neutralité de la Finlande et de la Suède. C'est quand même un exploit dingue, quoi. Donc en fait, il a fait tout l'inverse de ce qu'il voulait faire, et en ayant commencé en expliquant que justement l'Ukraine voulait peut-être adhérer à l'OTAN et que c'était un souci pour lui, il va se retrouver là avec 1350 kilomètres de frontières avec l'OTAN peut-être dès dimanche, parce que la décision est attendue dimanche. Donc c'est vrai que on voit là le désastre, et puis je parle pas du moral des troupes, on a beaucoup de témoignages aussi sur les troupes russes qui voient nombre des leurs tués au combat, blessés, certains qui rendent les armes ne veulent plus se battre, et on a vu aussi le déni absolu lors des commémorations du 9 mai face aux familles aussi, face aux familles qui ont perdu leurs enfants, leurs petits-enfants, et donc je pense que à un certain moment quand même Vladimir Poutine va se retrouver confronté non seulement, bon alors on peut plus parler de frères ukrainiens russes, ça c'est une évidence, mais non seulement à l'impossibilité de cohabitation, je vois pas comment il peut en fait espérer une cohabitation avec les Ukrainiens, et surtout à un moment donné les mères et les babouchkas vont se demander où sont passés leurs enfants qui sont partis au combat et vont demander à rendre des comptes. Et ça va aussi être un souci. Il n'envisage pas tellement de véritable cohabitation. Effectivement, Vladimir Poutine a sous-estimé l'existence même du peuple ukrainien. Enfin, pas seulement Vladimir Poutine. Structurellement, les Russes considèrent que les Ukrainiens n'existent pas, qu'ils seraient jamais que des Russes avec un accent vaguement différent. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris, d'ailleurs, même en termes de logistique, ils s'imaginaient que les Ukrainiens les aideraient. Mais quand on voit à Kherson que les autorités mises en place, justement, par les Russes dans la ville de Kherson réclament une annexion, ou en tout cas réclament un rattachement à la Russie, quand on voit qu'il y a des déplacements de populations ukrainiennes qui ont été emmenées en Russie. Presque 1 million de personnes. Voilà, exactement. Je pense que l'objectif de Vladimir Poutine n'est pas de faire vivre des Ukrainiens et les Russes dans une espèce on peut douter la réalité de la pot. volonté des habitants de Kherson de vouloir vraiment être... Non, mais absolument. Mais on peut imaginer
qui se livrent tout simplement à des changements de population, en sélectionnant les populations, parce qu'il y a une grande tradition russe quand même en la matière, à commencer par la Crimée, où beaucoup de populations ont été déplacées au fil de l'histoire. Notamment avec des camps de filtration justement pour ces déportations qui posent une vraie question, et qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'on fait justement de ceux qui ne sont pas déportés. Il se donne le temps pour ça, et jusqu'à présent, malheureusement, on le lui a laissé aussi.